Hello, bonjour à vous tous, c'est Manu sur Afrique 225, j'espère que vous allez bien. Attends, je vais bien m'asseoir. Ouf, il fait beau, il fait chaud, tout va bien, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'avais dit, je reviendrai encore pour la suite de mon live. Par manque de temps, par manque de disponibilité et par sélection donc de priorité quand même. Voilà, je fais selon moi. J'espère que vous allez bien. Il y a tellement d'informations et voilà, mais comme je dis, sélection de priorité et selon ce que je vous ai promis aussi la dernière fois, de revenir sur le débat entre Kokora et l'asthme pour donner mon avis sur tout ce qu'on a entendu de ce débat-là. Comment allez-vous? Est-ce qu'il y a des gens? Est-ce qu'on m'entend d'ailleurs? Parce que c'est ça qui est important. Est-ce qu'on m'entend? Je vais laisser voir s'il y a un ou deux commentaires pour continuer. Ouh, pardon, parce que si on m'entend pas, ça sert à rien. Je suis désolée. Il fait chaud, il fait bon. Connectez-vous. Et puis dites-moi si vous m'entendez, si vous me voyez, si vous m'entendez, si le réseau est bon, si tout est connecté. Et puis je vais continuer, on va continuer d'écouter donc ce débat-là et puis on va tranquillement donner notre avis et puis ensuite on va dire, on va plonger sur d'autres informations qui sont tombées depuis hier soir. Moi, sincèrement, je suis très occupée à la tâche, très occupée au travail. Et même encore, même d'être occupée à l'extérieur par le travail, à l'intérieur, on va dire, ouais. J'ai pas encore eu le temps. Pourtant, on a déjà commencé les récoltes des pommes. J'ai même pas encore eu le temps d'aller dans les pommiers. Et demain, on commence déjà par quelques grappes de raisin. Donc voilà. C'est comme je dis, selon les priorités, selon comme on peut faire. On est des êtres humains, on peut pas être partout en même temps. Je vous salue. Ah, voilà. Déadé le fidèle, sois salué, Gab. J'espère que tu vas bien. Tout est ok, c'est bon. Donc, on va continuer à écouter donc le débat entre l'asthme et Kokora sur le plateau de Live TV, le Grand Talk. Et puis on va avancer parce que comme je dis, moi j'ai aucun stress en fait à ce niveau-là. Je ne me précipite pas sur les informations et je prends mon temps. C'est comme mes enfants me disent, quand les gens sont en train de porter Louis Vuitton, c'est maintenant que moi je porte Nike ou bien Adidas. Quand les gens commencent à se parfumer avec Yves Saint Laurent, c'est maintenant que moi je commence avec Victoria's Secret. Mais c'est mon choix, c'est comme ça. On va dire, je ne me calque pas, je ne poursuis pas la mode ou bien je ne suis pas la mode, on va dire, au temps et en heure, je vais à mon rythme. C'est ça qui est réel, c'est ça vivre en pleine conscience. Quand personne ne peut t'influencer sur quoi que ce soit, sur ce que tu as décidé de faire, sur ce que tu es toi-même et quand tu vis en pleine conscience. Personne ne peut venir tu peux ni envier pour envier, en fait, voilà. Mais tu vas aller selon ton rythme, selon tes moyens, selon tout ce qui t'incarne, voilà, en tant que tel, de ton être primordial. Certains, voilà, vont te traiter d'être déconnecté, mais ils ne comprennent pas que c'est toi-même qui es connecté avec ton intérieur, on va dire ton point central. Donc, ils peuvent pas comprendre cela parce que eux sont déconnectés complètement. Bref, on continue. Moumouni, sois salué, Deyadé. On dit quoi? Écoute, attends, je vais aller piano. Je sais que vous êtes pressés, vous acharnez sur, carrément, vous bondissez sur les informations. Moi, je prends mon temps, je prends beaucoup de recul, je prends beaucoup de détachement. Je vois certaines choses, il y a d'autres trucs qui passent. Et puis, on va dire, je regarde d'abord ce qu'on m'envoie. Et ensuite, je vais chercher. Je pose des questions, je vais chercher si c'est vrai, si c'est pas vrai, si c'est comme ci, c'est comme ça. Bref, je vais à l'information pour mieux aussi vous servir. Oui, parce que c'est de cela qu'il s'agit.
Donc, pour ne pas vous induire en erreur, pour essayer d'être aussi en conformité avec ce qui est d'utiliser de façon responsable donc les réseaux sociaux. Donc, on va continuer à écouter le grand talk. Mise en place dirigée par Feu, l'ancien premier ministre. Je vais avec ça. Soumaro Salifou Soissali. Le rapport, on n'a jamais eu connaissance de ce rapport. Le rapport, il est public. Vous pouvez taper sur Internet, vous verrez le rapport. Que dit le rapport? Mais le rapport. On s'était arrêté là, donc on va repartir là et puis on va avancer tranquillement. Partagez, mettez pouce et cœur. C'était pas une enquête. C'était un rapport pour conduire le processus de réconciliation nationale. Oui, j'ai pas dit c'est une enquête. Voilà, donc le processus de réconciliation nationale est clair. Il a mis en place un ensemble de mécanismes pour ramener la paix dans le pays. D'abord, le retour des exilés, le dégel des avoirs. Je rappelle à toute fin utile qu'il y avait près de 300 000 réfugiés, donc que ce soit au Ghana, au Bénin et partout. Mais ils sont tous revenus aujourd'hui parce qu'on a exécuté donc les recommandations de Bani. Il y avait le dégel des avoirs. Je rappelle que même les Katina Kone, qui ont fait 10 ans à l'extérieur, quand ils sont revenus, il a... DAD, on va y revenir, donc, on reste concentré sur le début de ma vidéo, s'il te plaît. Alors qu'il n'a jamais travaillé pendant les 10 ans. Mais ça, c'est compte tenu du fait qu'il y a eu un rapport, effectivement, qui a été mis en place. D'abord, prenez le temps de partager et puis de mettre tous ces cœurs. Donc, qui a poursuivi le processus. Et Mme Mariatou Kone est partie au Ghana, où les gars ont failli la frapper. Mais donc le processus a été poursuivi. Mais M. Okura, il y a des célèbres prisons, bon, je veux dire des célèbres acteurs politiques comme Charles Blé Goudé qui ont aujourd'hui leur compte gelé, qui ne sont pas encore dégelés. Qu'est-ce qui explique ça? Bon, je crois que je n'en ai pas connaissance. Peut-être qu'il va falloir qu'il s'adresse donc aux autorités compétentes pour avoir donc les raisons pour lesquelles son compte ne s'était pas digéré, mais vraiment je n'ai pas l'information. Très bien, merci beaucoup monsieur. Là, vous savez. Là par contre, je vais donner mon avis propre, qui ne concerne que moi-même. Oui. Quand on pose la question à Kokora de savoir sur Blé Goudé à ses comptes gelés et qu'il attend le dégel de ses avoirs ou des trucs comme ça, moi je veux d'abord poser la question de savoir. Chacun d'entre nous, justement, on doit se poser la question de savoir quel travail a exercé Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Si, en tout cas, son compte a été gelé, combien il y a sur son compte, sur ses comptes, puisqu'on dit ce sont ses comptes, combien il y a sur ses comptes bancaires et où il faudrait peut-être qu'il justifie, peut-être qu'il faudrait qu'il justifie l'argent, ou on va dire les avoirs, les sous en tout cas, qui sont sur ces comptes-là avant le dégel de ces comptes. Moi, en tout cas, c'est mon avis. Moi, c'est mon avis. Parce que on ne peut pas geler un compte qui a 10 francs dessus. On ne peut pas geler un compte qui a seulement 50 000 dessus. Par 50 000 là, tu peux justifier où tu as eu 50 000 là. Peut-être aller faire un petit jossi là-bas, qui est peut-être, même si c'est informel, tu vas dire. Mais quand il y a 80 millions dessus et puis que tu n'as jamais travaillé de ta vie, ou bien même que tu ne possèdes rien du tout, là, il faut justifier. Donc, on dégèle parce qu'on se dit, on gèle parce qu'on se dit que c'est l'argent on va dire, par lequel tu as été payé, ou on va dire le canal par lequel il a fallu que tu sortes, on va dire, tu armes ou tu sortes les enfants des gens dans la rue. C'est tout cela où on doit se poser des questions pour savoir quels sont ces comptes. Plusieurs comptes, un compte, on ne sait pas combien il y a sur ces comptes, on aimerait aussi savoir. Si ça a été gelé, si ça n'a pas été dégelé, c'est qui est sûr, si ça a été gelé, nous on veut savoir combien il y a sur ces comptes-là et comment Blé Goudé a acquéri ces sommes-là, selon les sommes qu'il y aura sur ces comptes-là. En tout cas, moi, c'est la question, c'est la réponse que je redonne. Je dis, ben, si en tout cas, comme il dit, il n'est pas au courant, nous tous, on est au courant que Blé Goudé a dit que ses comptes, il a dit sur un plateau télé que ses comptes sont gelés. Qu'on lui a gelé ses comptes, que tous les autres, là, on a dégélé leurs comptes, on leur donne des rentes viagères et tout ça, en parlant bien sûr de Laurent Gbagbo, mais que lui, ses comptes étaient gelés. Mais moi, je veux savoir, je veux même poser la question à Blé Goudé, même si je salue aujourd'hui la mobilisation qu'il a fait à Yamoussoukro. Je veux saluer cette mobilisation-là, mais en même temps, je veux lui poser la question de savoir, oui, tu dis que tes comptes sont gelés. Toi, Blé Goudé, quand on a connu, ou on va dire, en tant que féciste, je ne sais pas si c'est la bourse de féciste là,
ou bien si c'est le fait d'être allé à Manchester, quel est le job étudiant que tu as fait à Manchester qui a fait aujourd'hui que tu sois, on va dire, bien nanti à travers les comptes gelés là dont nous entendons parler. Il faudrait qu'on on nous dise ce qui en est en fait. Moi, en tout cas, j'aurais répondu selon ce que j'ai entendu sur les plateaux télé de dire que Blé Goudé même a dit que lui, ses comptes sont gelés. Donc, quand on gèle un compte là, c'est pas il y a Goï dessus. C'est pas il y a vraiment l'argent dessus. On peut pas, moi je vous dis, on peut pas geler un compte. Est-ce que vous m'entendez même? ZS Grand, sois salué. Même s'il avait société là, on veut voir aussi les écritures comptables de cette société. Et puis on saura, cette société là engranger combien de sous et combien de sous sont sur son compte ou sur ses comptes. Donc il y a tout ça là aussi. Donc si on ne sait pas la provenance même de ces sous là, comme on est aussi dans ce qui est de clarifier les choses, donc autant le blanchiment d'argent, autant lutter contre la corruption, autant de remettre les institutions, on va dire, à plat, ou bien on va dire de faire fonctionner de façon institutionnelle ces institutions, on va dire ça comme ça, pour que les gens aient, pour qu'il se soit instauré une certaine crédibilité de toutes ces institutions, il va falloir que chaque personne de leur compte nous dise la provenance de leurs sous. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, compte gelé, s'il y a plusieurs comptes qui sont gelés, selon les sous qui sont sur ces comptes-là, on veut savoir la provenance. On sait aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, il y a une limite, en tout cas d'argent, même que quand tu essayes de retirer de ton compte, même si tu arrives à justifier les sommes qui sont sur tes comptes, en tout cas, ben voilà, on t'impose certains, on va dire, il y a des critères et on t'impose en tout cas des dossiers à amener ou à montrer pour que voilà tu puisses soit retirer ces sous-là ou que tu dises la provenance de ces sous et à qui appartient ces sous, si c'est à toi-même d'avoir peut-être des fiches de salaire qui en tout cas indiquent que ce sont bien tes sous. Voilà. Donc on va continuer. Des éléments de réponse à donner aux différentes questions, allez-y. J'ai pas compris les questions. Hein. D'accord. Ou des compléments d'information. Non, moi j'ai même une question pour lui. Non, on va aller avec Élisée. Ok, j'ai une question pour M. Blaise Lasme. Blaise Lasme, le PPACI est un parti des peuples africains, un parti qui se veut légaliste. Oui, donc un parti qui est attaché à l'application des lois. Il savait donc, on peut ne pas être d'accord avec les décisions prises. Mais vous qui êtes légaliste, est-ce que vous m'avez pas dit que si vous entendez bien et légal de remettre en cause la décision d'une institution de la République, laquelle le Conseil constitutionnel, donc qui en 2020 dit que le président Ouattara peut être encore candidat, et donc vous vous remettez sans cause, vous dites que c'est illégal, c'est pas juste. Sur quel élément vous vous appuyez? Est-ce qu'en tant que légaliste, c'est normal de dire qu'une institution de la République n'a pas agi en fonction du droit? Je pense que nous savons au moins lire. Bien sûr, la Constitution est claire. Un troisième mandat est illégal. Peu importe ce qu'on va dire, peu importe les arguties qui seront développés, l'article 183, merci Smaro, merci DAD. Le troisième mandat est illégal. Tout à l'heure, à l'entente de mon propos, je n'ai pas parlé spécifiquement de la concentration des pouvoirs dans les mains d'un individu. J'ai parlé de la soumission des institutions à la volonté d'un individu. C'était ça mon propos. Je parle de quoi? Vous voyez, je lis ici statut spécial de l'ancien président. La loi 2005-201, 16 juin 2005, fixe des garanties procédurales particulières. L'ancien président ne bénéficie pas d'une immunité juridictionnelle après son mandat, mais toute poursuite est soumise à une procédure spéciale. Merci. Est-ce que cette procédure spéciale-là a été respectée concernant le président Laurent Gbagbo? Non. Quelle est cette procédure spéciale? En cas de poursuite pénale, le procureur général, près la Cour de cassation, doit saisir le bureau de l'Assemblée nationale. Le Parlement est convoqué et statué par un vote spécial aux 2/3 de ses membres. Est-ce que ça a été fait? Mais répondez-nous, je sais pas. Non, mais ça n'a pas été fait. Maman Fatou, soit saluée. Oui, j'étais avec eux hier. Je suis allée leur faire sauce graine avec Foutou Banane. Ce qu'on écrit, ce qui doit régir les rapports entre les individus, entre les Ivoiriens, ce n'est pas respecté. Ce n'est pas respecté. Il y a des gens qui ont tous les droits, il y a des gens qui n'ont pas les droits. Ils parlent des droits, les droits, mais il y a des gens qui ont braqué ici l'État ivoirien, des mutés, qui ont pris en otage l'État ivoirien.
à qui on a donné des millions et des millions par muté. Ça se chiffre à des milliards. Est-ce qu'il y a eu des poursuites judiciaires? Aucune poursuite judiciaire, parce que c'est les enfants chéris de ce régime-là. C'est ça qu'on parle. Élisée, vous avez une relance? Juste ce que je Et on voulais... passe à Herman. Oui, la relance avant qu'on ne parte. J'ai compris en fait vos explications. Mais ici, est-ce que vous ne pensez pas que... Parce que l'État du Côte d'Ivoire, hein, vous avez connaissance de l'article 54? L'article 54 du statut des anciens présidents et comment on dit... Cet article a dit quoi? Dans son dernier alinéa, je pourrais trouver cet article dit que les mesures spéciales réservées à un ancien chef d'État ne sont pas prises en compte quand les infractions opposées à ce chef d'État-là se sont faites dans le cadre électoral. Donc c'est ce que l'article 54... Très bien, Élisée va nous sortir l'article avant qu'on passe à Je peux l'aider s'il veut. Si vous avez l'article devant vous, allez-y, Élisée. On va l'écouter, on va écouter l'article. Malheureusement, ils ne lisent pas les lois. Allez-y. Alors l'article 54 dit: les mesures spéciales instituées en matière de poursuite ou d'arrestation d'un ancien président de la République, d'un ancien chef... De quelle constitution là? De la constitution de 2016. 2016. Oui. Allez-y, on l'a tous ici, allons-y. C'est le statut relatif à... Ok. Donc la loi est rétroactive alors? S'il vous plaît. Les mesures spéciales instituées en matière de poursuite ou d'arrestation d'un ancien président de la République, d'un ancien chef ou président d'institution ou d'un ancien membre du gouvernement pour les faits criminels ou délictuels par lui commis ne prospèrent pas pour les poursuites donc des infractions perpétrées lors des campagnes électorales ou à l'occasion des élections. Les poursuites de ces infractions sont régies par les dispositions du code électoral, du code pénal et du code de procédure pénale. Très bien, merci beaucoup, monsieur. Allez-y, monsieur. Ok, il avait dit tout à l'heure qu'on ne lit pas la Constitution. Il ne suffit pas de lire, il faut comprendre ce qu'on dit. C'est ça qui est vraiment fondamental. Il parle de la Constitution de 2016. On parle des faits de 2011. Non, ce qu'il a cité, excusez-moi, non, ce qu'il a cité, c'est la loi. Non, la loi sur les statuts. Mais attendez-vous au moins. Non, d'abord, ce n'est pas la Constitution. Excusez-moi, c'est la loi. Non, c'est la loi. C'est le point d'Élysée qui est c'est la loi sur les statuts relatifs aux anciens chefs d'État et membres du gouvernement. La Constitution, il est C'est cette loi, c'est la loi. C'est l'article 54 de cette loi. Sinon, c'est pas la Constitution. Voilà, c'est pas la Constitution. C'est la loi. Ça concerne, selon ce qu'il dit là, le moment électoral, la période électorale. Mais non. Mais pourquoi non? Mais non. Mais pourquoi non? Mais non. Expliquez. Mais explique. Le dit Bakar, d'abord même tout à l'heure, ce qui me plaît, c'est qu'il s'est contredit lui-même. Il a parlé du ministre Kone Katina, qui est revenu, qui a eu son rappel des avoirs. Voilà, 10 ans. Bon, ça c'est à vérifier parce qu'il dit souvent des choses. Ah bon, donc ça doit lui dire si c'est faux. Mais pourquoi tu as vérifié alors que c'est ton cas? Ce que tu dis pas, tu dis pas souvent des choses où c'est vrai. Donc non, c'est ton cas. A-t-il reçu son argent ou peut-être que toi tu as il ne le sait pas. Donc je te donne l'information. Non, ça c'est une information à prendre sur les pincettes. Bon, donc des informations. Très bien, donc alors comment M. Kone Katina, qui est l'auteur, d'après le RHDP de ce braquage là, puisse bénéficier même d'un rappel de son solde? Pour vous, c'est incongru? C'est incongru, c'est paradoxal et ça démontre que ces accusations sont fantaisistes. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Très bien. Herman, vous demandez la parole à M. Blaise là. Les rapports d'observateurs internationaux pointent souvent des lacunes démocratiques qui persistent en Côte d'Ivoire, hier comme aujourd'hui. Donc, votre parti peut-il donner des leçons aujourd'hui au parti au pouvoir pendant que, comme on a dit plus tôt, ce parti-là, lorsqu'il avait les affaires par le passé avec l'ancien FPI, n'a pas lui-même initier des réformes structurelles pour changer la CEI, la Constitution et bien d'autres choses, puisque la corruption que vous dénoncez aujourd'hui continue. La corruption que vous dénoncez aujourd'hui était là avant hier. Réaction? Quand le président Laurent Gbagbo prend le pouvoir, il met en place des mécanismes pour pouvoir juguler la corruption. L'un de ces mécanismes, c'est la mise en place du SICFIP, Système intégré de gestion des finances publiques, pour optimiser et rationaliser la gestion des finances publiques. Laurent Gbagbo, il fait un appel à compétences pour recruter ceux qui doivent gérer les impôts, la douane, les trésors. Mais il y a eu un ensemble de mesures qui ont été prises pour pouvoir favoriser, en matière de gestion financière, une gestion optimale. Donc nous avons travaillé à ce que la corruption ne soit pas endémique, à ce que la corruption soit contenue. Mais il faut aussi revenir au contexte dans lequel nous sommes. C'est pourquoi je ne suis pas à l'aise quand ceux-là nous critiquent. Non, on va pas dire ceux-là. On va dire à 8 ans, bien sûr. RDR est devenu RHDP nous critique. Mais on a gouverné ensemble. C'est pas utile. Allons sur le RHDP directement pour éviter justement. Non, il ne faudrait pas qu'ils aient aussi honte de leur passer parce qu'ils tentent de commettre. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais ici sur le plateau, allons dans le. Mais en fait,
Le gars se croit dans Agora et Parlement ou dans la Sorbonne du plateau d'hier. Même quand il s'exprime. Quand il parle de RDR hier, ou oui, non, faut pas qu'ils aient honte de leur passé, mais en aucun cas, ceux qui ont formé le RDR, qui aujourd'hui s'est transformé en RHDP, n'ont honte de leur passé, au contraire. C'est pour ça que leur chef, leur guide leur dit à chaque fois, s'ils ont un doute, qu'ils sachent où regarder dans les rétroviseurs. C'est vous qui avez honte de votre passé. C'est vous qui vous êtes transformé en PPACI aujourd'hui. Kotroko est parti de peuple africain. Le RDS assume autant que le RHDP aujourd'hui, ça assume pleinement. Donc, sincèrement, quand les gars parlent, ils pensent, c'est-à-dire qu'ils oublient qu'eux-mêmes là, ils sont dans ce qui est de se renier eux-mêmes. Ils se sont reniés. Ils ont renié tout de leur passé, de leurs camarades de lutte. Et c'est eux qui vont venir s'asseoir devant les Ivoiriens pour essayer de manipuler encore la conscience. Qui vont dire que à travers une certaine institution qui a été créée, je ne sais plus en 90, 91, que c'est sous Gbagbo Laurent que ça a été créé. Nous n'avons pas vu les actions de la Cour des comptes sous Laurent Gbagbo. Nous n'avons pas vu la lutte contre la corruption sous Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent s'asseyait pour dire aux Ivoiriens que, oui, il a entendu dire que des gens sont en train de voler. Mais lui, il les a prévenus, hein, parce que s'ils volent là, on va les attraper. Et puis quand on les a attrapés, il a dit, ah, je vous ai dit, hein, qu'on allait vous attraper. Laurent Gbagbo s'est assis devant nous pour dire, quand on t'envoie, faut savoir t'envoyer. Parce qu'il ne savait pas les solutions pour taper sur les ministères qui étaient indexés de ci ou de ça. C'est de ça qu'on vous parle. C'est vous qui vous régnez. Que vous veniez nous dire que vous avez gouverné, oui, le RHD, le RDA était avec nous, ou le MPIGO était avec nous, ou telle personne était avec nous pour gouverner, c'est parce que vous avez été incapable de gérer par vous-même, que vous avez accepté des accords perpétuels là, pour vous donner de la contenance. Le président Alassane Ouattara, là, il s'en gaba. Même quand il vous a appelé que vous avez fait la politique de la chaise vide, il s'est entouré de personnes compétentes pour gérer ce pays. Ceux qui ont voulu bien accepter son appel sont là, sont à côté de lui. Ceux qui ont voulu partir sont partis, ceux qui ont voulu revenir sont revenus. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que lui-même déjà au départ, c'est un homme compétent, c'est un homme travailleur, c'est un homme rigoureux, c'est un homme pragmatique. Donc quand tu l'approches, que tu t'imprègnes de ce qu'il est là, et que lui-même il montre le réel de ton potentiel là, tu ne peux pas douter de toi-même en ce qui concerne le travail que tu dois faire pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. C'est de ça qu'on vous parle. Mais quand quelqu'un même qui s'appelle Laurent Gbagbo même refuse toutes les... C'est-à-dire que tous les on va dire les personnes qui ont des compétences ou les personnes qui ont du haut potentiel qui sont autour de lui et qu'il pense qu'il est le seul. Pourtant, c'est lui la médiocrité totale. Il veut que ce soit lui. Lui, il est président pour être président. Président pour qu'on l'appelle président. Président pour avoir le titre pour dire je suis président. Le reste là, il s'en gaba de ça. Il ne sait pas de quoi il s'agit. De travailler, il ne sait pas ce que c'est. De s'amuser, bien sûr. Comme on vous dit là, allez-y le positionner quelque part au palais de la culture, mais pas au palais de la présidence. Donc c'est vous qui vous régnez. Vous vous régnez jusqu'à même, on ne sait même pas à quel niveau même. Comment on va vous tirer de cela? Comment on va vous rêver là? On ne sait pas. Donc on vous laisse. On vous laisse aller jusqu'à ce que vous soyez dans le dernier retranchement de cette médiocrité là pour que vous vous réveillez. C'est de ça qu'on vous parle. Donc là, quand on dit quelqu'un se réunit, là, c'est vous. Le RHDP, si ce n'est même, on va dire, le RDN ne peut pas se régner. Nous-mêmes, on est à revendiquer. C'est parce qu'aujourd'hui, là, le chef nous a dit, la tête nous a dit, nous sommes RHDP, qu'on dit RHDP. Sinon, quand vous pensez que vous sortez RDN, là, c'est un jus, là. C'est que nini. Nous, au contraire, ça nous fait plaisir. Mais on ne veut pas non plus, du fait que nous sommes RHDP, essayer d'aller à l'encontre même du chef ou d'aller à l'encontre de tous ceux qui nous ont rejoints, qui fait aujourd'hui le RHDP. Vous n'avez rien compris. C'est vous qui ne comprenez pas. Vous ne savez pas dans quoi vous êtes. PPACI, là, c'était pas FPI. Les gens qui sont PPACI, ils ne sont pas FPI. Vous êtes régnés jusqu'à dire que vous donnez l'enveloppe vide à quelqu'un. Dans même enveloppe vide que vous avez donnée là, la personne encore qui ne sait même pas ce qu'elle veut aussi vient vous rejoindre encore dans votre histoire de front commun. Et puis vous allez dire quoi à qui?
dans le RHTP. Non, Vous pouvez parler à quelqu'un? Non, allons-y, allons-y. Non, c'est vous qui avez un problème Monsieur dans l'application. Lasman, Monsieur allez-y. pour répondre à ma question. Voilà, donc je veux dire que quand le président Gbagbo prend le pouvoir, il met en place des mesures pour rationaliser la gestion de la chose publique. Il a rien mis en place parce qu'il vaut rien. Des cadres réglementaires pour... Et il peut rien mettre en place parce qu'il vaut rien. Tout ce qu'il sait, c'est la bagarre. Le désordre, l'indiscipline. Quand il a été question des travers économiques, notamment dans le secteur oui, il a agi. Très bien. Il a agi. Laurent Gbagbo n'est pas comme le chef de l'État actuel. Parce qu'on ne va pas dire que quelqu'un a détenu au fait 100 milliards et puis on le laisse comme ça. Mais tout à l'heure, M. Kokora l'a dit, il y a eu des cas aussi pour lesquels des responsables d'institutions et d'appareils ont été jugés. Pour exemple, des menus frétés. Vous considérez ça Quand comme ça un vous menu arrange frétin? pas, c'est des menus frétins. Il y a des gens qui ont détenu ici à la geste aussi, près de 1000 milliards qui ont disparu au fait à l'air sud. T'imagines si on détourne 1000 milliards? N'importe quoi. Avec la bienveillance complicité du régime, ça n'a pas donné lieu à des poursuites sérieuses. Quand on dit que Blaise Las est le patron des mythomanes du PPACI, ancien FPI, là, c'est pas amusement, hein, c'est la réalité. Quelqu'un qui vient s'asseoir devant tous les Ivoiriens et qui dit aux Ivoiriens que Laurent Gbagbo n'a jamais dit qu'il n'augmenterait pas les fonctionnaires, le salaire des fonctionnaires. Et puis on le croit dans ça avec VAR. Il vient s'asseoir devant nous que un piment est à 500. On vient le croire dans ça. Il vient s'asseoir devant nous pour dire autre chose. On le croit dans toutes ses sorties. Et puis lui, il va venir dire qu'il va venir s'asseoir devant les Ivoiriens pour parler aux Ivoiriens. C'est parce que les gens vous écoutent. C'est parce qu'on vous écoute. Il vient me mettre dedans, mais c'est pas qu'on vous écoute. Parce que quand on vous écoute là, c'est pour venir dire à l'Ivoirien d'aujourd'hui là que la manipulation ne passera pas. À travers vous, la manipulation ne passera pas. Parce que nous savons le plan que vous avez en tête. Nous savons ce que vous planifiez aujourd'hui. Mais on arrive, non? On arrive. Continuons. Non, mais c'est pas possible. Ça va monter à la surface petit à petit. Et personne ne va vous délivrer dans ça. Vous-même, vous allez vous délivrer. Alors, heureusement, vous avez posé la question sur la corruption. Oui, allez-y. On peut interroger les rapports, les indicateurs. Heureusement qu'il dit que Laurent Gbagbo a mis des structures en place qui n'ont pas fonctionné. Je lui rappelle à sa jeune mémoire que lorsqu'il partait du pouvoir, nous étions classés par Transparency International à la 159e place. Aujourd'hui, nous sommes à la 69e place. C'est près de 100 places que nous avons gagnées grâce aux mesures mises en place donc, par le président de la République. Je lui rappelle que la Cour des comptes, par exemple, a toujours exercé dans nos différentes constructions, elle n'a jamais vu le jour. Nous l'avons mis en place à l'effet de contrôler donc la gestion de l'État. DAD, Je lui c'est ça rappelle même. que nous avons créé un ministère spécial dédié à la lutte contre la corruption et aujourd'hui qui est passé comme institution la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Nous avons mis en place le pôle pénal économique qui aujourd'hui juge donc les voleurs à col blanc, tous ceux qui détournent de l'argent. Mais ce qu'il oublie, c'est que la structure que Laurent Gbagbo a mise en place... Laquelle? Il a dit son nom, peut-être rappeler parce qu'aucun Ivoirien se souvient de ça. Là, parce qu'elle n'a jamais fonctionné. Le CIFIP. Mais le CIFIP, non, je suis un ignorant, il n'y a pas de problème. Non, je suis un ignorant, il n'y a pas de problème. Pourquoi je pose la question? En fait, donc j'ai dit le CIFIP. Monsieur Las, est-ce que vous pouvez vous calmer dans le débat? Allez-y. S'il vous plaît, monsieur. Allez-y. Je ne vous ai pas encore agressé. Et donc là, j'ai dit, le CIFIP qu'il a mis en place, il a dit que c'était pour assainir les finances. Mais la corruption, ce n'est pas seulement au niveau étatique. La corruption, c'est dans la société. Il faut effectivement lutter efficacement avec des instructions, des campagnes de sensibilisation, avec tout un mécanisme, donc à la base de sorte à ce que du bas peuple au sommet de l'État, on puisse donc véritablement lutter contre la corruption. Donc nous avons mis en place des mécanismes aujourd'hui qui ont donné des résultats probants. Nous sommes à la 69e place aujourd'hui sur 180 pays et donc au monde. Je rappelle que lorsqu'il partait du pouvoir, la Côte d'Ivoire occupait pratiquement la dernière place en Afrique en concurrence avec le Cameroun. Parce que nous étions un pays totalement corrompu. Et il nous parle donc de la filière café-cacao. Les détournements ont commencé depuis pratiquement 2003. Où Laurent Gbagbo même un jour, agacé par ces détournements, a crié « Vous volez où ?» On vous le dit tout le temps, mais vous n'écoutez pas. Un jour, on va vous attraper jusqu'à pour vous attraper. Et c'est sous la pression des bailleurs de fonds, après rapport, sous la pression de menaces donc de couper
tous les liens avec la Côte d'Ivoire en termes donc économiques qu'ils ont été arrêtés. Mais je rappelle qu'ils ont été arrêtés en 2007 jusqu'au départ de Laurent Gbagbo. Ces malheureux n'ont jamais fait face à un procès. C'est lorsque nous sommes arrivés au pouvoir en 2011 qu'ils ont été jugés. Donc, vraiment, c'est bien beau. Et aujourd'hui, mais c'est grave de ce qu'il dit. Il dit des gens auraient détourné 1000 milliards à la justice. Je ne sais pas si ils comprennent bien les chiffres. Ils ne se rendent même pas compte qui fait du détournement, un principe de gouvernance, on est tous d'accord que les bailleurs de fonds donc, vont sortir de ce pays. On se rappelle qu'en 1998, pour 18 milliards détournés, les bailleurs de fonds sont partis de la Côte d'Ivoire. Ils ne savent rien de la gouvernance. Je lui rappelle que la fondation Mo Ibrahim pour la bonne gouvernance en Afrique, aujourd'hui, hier, nous étions à la 46e place en 2011, sur 54 pays. Savez-vous à quelle place nous sommes aujourd'hui? Nous sommes à la 16e place. Non, vous prenez le MCC, je termine. Parce que, voilà, non, je termine. Vous prenez le MCC, le Millennium Challenge Corporation, donc qui classe ou bien qui évalue la gouvernance dans un pays. C'est une agence américaine. Quand nous arrivons au pouvoir en 2011, la Côte d'Ivoire remplissait 4 critères sur 20. Mais déjà en 2016-2017, nous sommes passés à 16 critères sur 20, ce qui a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir pratiquement 500 millions de dollars. Monsieur Las, réaction? Oui, mais il faut qu'on soit des incantations. Est-ce que quelle incantation? C'est des incantations. C'est qu'il entend faire. Des chiffres, hein? Non, tous ces chiffres sont vérifiables. Mais il faut vérifier. Mais justement, si les chiffres sont à être vérifiés, toi-même tu es là. Vous avez des tablettes pour vérifier. Sur Live TV, là, on a vu que quand il y a des gens qui disaient des choses selon les chiffres et tout ça, même l'animatrice, la journaliste, elle pouvait juste vérifier pour recadrer les invités. Et donc, si ce que Kokora était en train de dire là n'était pas vrai, elle allait dire, ah non, voilà ce qui se passe. Alors, Bless Las me parle de 1000 milliards détournés. Comme Kokora l'a dit, il a suffi même juste de 18 milliards. Regardez, 1000 milliards, 18 milliards. Regardez l'écart. Donc, il a suffi même de 18 milliards là pour interpeller même l'État sous Gbagbo Laurent là. Et c'est pas si c'était, non, c'était, je sais pas si c'était Bédié ou Gbagbo Laurent, non. C'était l'affaire de Guy Kaoué là. Et à plus forte raison, lui il dit qu'il y a détournement de 1000 milliards. C'est-à-dire que les gens, ils viennent, en fait, comment je vais dire ça? C'est eux qui lancent justement ces incantations dont tu dis là, qui jettent tout et n'importe quoi sans savoir réellement de quoi ils parlent. Et ils viennent pour dire que c'est le RAGP. Ah ouais, ben il lance des incantations comme ça, machin et tout ça. Parce que lui-même, il sait même pas ce qu'il dit. Il sait même pas où il va. Parce que eux-mêmes là, ils n'ont pas su gérer ce pays-là. Que ce soit en chiffres, que ce soit tout. Où ils ont su gérer ce pays-là, c'est juste dans danse et dans amusement. C'est ça, moi je me pose la question toujours de savoir si même Laurent Gbagbo même, s'il avait construit même ne serait-ce que maquis, discothèque et bar là, ça allait être, on allait dire vraiment, lui là même, il aime les Yoplait. Il aime les gens de Yopougon. Mais même pas un petit bar d'une capacité de 50 personnes même, qu'on va dire, ah ça là c'est bar de Gbagbo, parce que c'est ça là, c'est dans ça là, eux ils prospéraient, ils aimaient bien, c'est ça qu'ils aimaient. Petit restaurant même, où on va dire peut-être c'est restaurant de Safi, mais restaurant même de Gbagbo Laurent même, il n'y a pas ça dans Abidjan. Et c'est eux qui vont parler pour vouloir donner des leçons, ou bien pour vouloir critiquer tout et n'importe quoi. Les mêmes là qui disent, qui parlent de respect de la Constitution, ceux mêmes qui ont violé c'est-à-dire que, moi je dis, première loi matrimoniale de cette constitution-là, c'est leur leader. Ceux-là même qui ne respectent aucune entité en Côte d'Ivoire, c'est eux qui vont venir dire aux autres qu'ils ont violé la constitution. On est là et puis on dirait que c'est amusement en fait. C'est là où on vous montre aujourd'hui, le président Alassane Ouattara vous montre aujourd'hui que nous ne sommes pas dans du jeu dans ce qui concerne la sûreté du pays. Nous ne sommes pas dans un jeu quand on parle de la gestion d'un pays. Nous ne sommes pas dans un jeu quand il s'agit de la stabilité même des Ivoiriens. Nous ne sommes pas dans un jeu quand on parle de l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Ce que le président Alassane Ouattara a pris à cœur là, c'est ce que les Ivoiriens sont en train de voir aujourd'hui. Et on ne va pas jouer avec vous parce que vous aimez l'amusement. Mais d'abord, il y a des choses au moins qui sont factuelles. Au fait, est-ce qu'il n'y a pas eu 100 milliards qui ont été détournés? Vous avez un rapport qui tu as dit 1000 milliards, maintenant tu reviens à 100 milliards. Entre 100 milliards et puis 1000 milliards, c'est quoi qui est beaucoup? Je ne vous ai pas interrompu. Mais au-delà de ça, la Cour des comptes dont il parle, la Cour des comptes a révélé des dangereuses pratiques au sommet de l'État. On a vu ici
niveau du passeport, des pièces d'identité, ce qui a été reversé comme code-part à l'État ivoirien était complètement insignifiant. Sans que jusqu'à présent, on nous explique ce qui s'est passé. On a vu ici qu'il y a des intermédiaires qu'on sollicite pour aller emprunter de l'argent. Mettez cœur et puis pouce, sinon je vois pas les commentaires. Si vous mettez des commentaires. 10 milliards, mais certains ont eu jusqu'à 30 milliards. On a vu ici que le GAFI nous a interpellés comme un État véreux. Donc on ne peut pas avoir ces indicateurs-là et puis venir dire que tout va bien. Tout ne va pas bien. Ça va bien peut-être pour eux, mais ça ne va pas bien pour le peuple ivoirien. Renoncer justement aux deux rapidement. Et M. Blaise l'a dit quand même le cas de Fulton, cette usine qui devait faire de la transformation du cacao depuis les États-Unis pour nous, avec, on parle même de 2 milliards, je crois. Et il y a pour vous aussi, 500 milliards. Pour vous aussi, il s'agit. Est-ce que c'est juste de dire que la gestion de 2003 jusqu'en 2011, en 2010, qui était une gestion dans un gouvernement que nous, des journalistes, on appelait le gouvernement à crabe, de me mettre la responsabilité des failles de cette gestion-là à la seule responsabilité des gens qui étaient au pouvoir, alors que c'était un pouvoir qu'on gérait. Monsieur Kokora répond d'abord. Il ne faut pas insulter l'intelligence des Ivoiriens. Vous déniez donc au président de la République élu, Laurent Gbagbo, la responsabilité de gérer ce pays. Vous savez, le président de la République, il est le chef de l'État. Il y a eu Marcos. Non, j'arrive. Marcos ou pas, monsieur, est-ce qu'on est tous d'accord? Donc il aurait pu ne pas... Est-ce qu'on est tous d'accord que jusqu'aux élections présidentielles, avant qu'il ne perde les élections, il était le président de la République de Côte d'Ivoire? Oui. Est-ce qu'on est d'accord? Quelle est la responsabilité d'un chef d'État? Un chef d'État, quel que soit le gouvernement formé, a l'obligation de les emmener à travailler. Lorsque quelqu'un ne travaillait pas dans un gouvernement, on le fait sortir. Il ne l'a jamais dénoncé. Et d'ailleurs, je vous apprends que M. Laurent Gbagbo a dit publiquement que Guillaume Soro a été son meilleur premier ministre. Exact. Depuis qu'il est arrivé. Pourquoi mention de Guillaume Soro? Mais parce qu'il était le chef de ce gouvernement. Donc, vous ne pouvez pas dire que votre premier ministre il travaille bien, vous êtes d'accord avec sa gestion et venir dire que parce que des gens auraient participé à ton gouvernement, alors il porte la responsabilité. La responsabilité incombe, cher frère, dans un pays sérieux, dans un État sérieux, au président de la République. Qu'est-ce que le pense de Guillaume Soro? Mais ce n'est pas le débat. S'il y a un débat sur ce que vous avez évoqué pour... Non, si vous posez une question qui est précise, nous restons dans le carnaval de la gestion. M. Laurent Gbagbo dit que Guillaume Soro était son meilleur premier ministre. Oui. Et qu'est-ce que le RHDP pense de Guillaume Soro? On n'a rien à penser de M. Guillaume Soro. Ce que nous disons, est-ce qu'effectivement M. Laurent Gbagbo, de 2000 à 2010, est resté le président de la République de Côte d'Ivoire? Est-ce que sous lui, la corruption n'existait pas et n'était pas endémique? Est-ce qu'on n'était pas classé à pratiquement à la 160e place? Voilà le vrai débat. Donc ne tournez pas rond. Il est resté le président. Et le président Laurent Gbagbo a dit à ici. Il a dit à ici. Moi, j'aimerais qu'il parle de l'usine dans un meeting. Que tellement que la Côte d'Ivoire était bien gérée et que parce qu'il y avait des responsables à la tête du pays, il a réussi à financer des élections à l'extérieur pour des pays qui n'étaient pas donc en crise et qu'il a même payé leur salaire. Donc tu ne peux pas dire une chose et son contraire. Voilà le rapport. Quel rapport? Le rapport, c'est sa responsabilité de gérer le pays. Et donc les bons points dont il s'attribue, c'est parce qu'il est le président de la République. Et quand il le disait, il n'avait pas dit que ces points bons selon lui, parce que financer les élections à l'extérieur, pour lui, c'est parce que la Côte d'Ivoire se portait bien. M. Kokora, si la Côte d'Ivoire se portait bien, et qu'il disait que c'est parce qu'il gérait bien, mais quand on relève aussi les impairs, les incohérents dans sa gouvernance, tu ne veux pas jeter la responsabilité. Mais M. Kokora, vous estimez que Laurent Gbagbo a mal fait d'accepter le deal de Macron 6 qui a produit un on va sortir pour... D'abord, lorsqu'un président de la République a failli, lorsqu'il a failli à sa mission de protéger le pays, alors qu'il a reçu un pays en entier, il a juré, donc en prêtant serment, pour dire je protège la Constitution, je protège l'intégrité du territoire, et qu'un an après, il faillit à sa mission, il devait être poursuivi. Parce qu'il a jeté les Ivoiriens en pâture, il avait la responsabilité de les protéger. Il n'a pas réussi, il était inapte à gouverner un pays. On va écouter Blaise là sur la question posée par Herman. Merci beaucoup. J'ai cru qu'on avait demandé le bon temps et le respect. On entend dire que Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo était inapte à gérer le pays. Bon, c'est un constat, c'est pas une non, mais le problème c'est que tu n'es même pas apte à critiquer la gouvernance du président Laurent Gbagbo. On est tous aptes à critiquer la gouvernance du président Gbagbo. Non, mais qui ne retire pas, on est habitué à toutes ces outrances. Allons-y. Voilà ce que je veux dire. Moi, je comprends pas. Hein. Oh. Des gens qui disent, qui s'arrêtent devant tout le monde pour dire que le président Alassane Ouattara est illégal.
au poste qu'il occupe. Eux, ils vont venir dire aux gens qu'on n'est pas, c'est-à-dire qu'on est inapte à critiquer un ex-président médiocre, si ce n'est nul. Non, mais sérieusement. Mais parfois, je me dis, mais est-ce que ceux-là même, franchement, est-ce qu'ils sont conscients? Est-ce qu'ils possèdent toutes leurs facultés? Bien sûr, mentales. Parce que je ne comprends pas. Ce que tu veux qu'on accorde à ton leader là, si tu ne le donnes pas à notre leader, pourquoi tu veux qu'on... Pourquoi même on va se donner... pourquoi on va lui accorder ça? Surtout que lui, on sait que c'est celui-là qui est le père de l'impolitesse caractérisée en Côte d'Ivoire sur la scène politique. On sait comment il a traité au fouet ici sans preuve. Il a traité au fouet de voleur. C'est encore dans le, je dis, c'est encore ancré en chacun de nous. En tout cas, ceux qui ont connu ce temps-là. C'est ancré encore en nous. Donc toi, tu vas venir dire que nous, on n'est pas apte, on est inapte à parler, à critiquer l'ex-président Gbagbo, qui est venu de façon calamiteuse au pouvoir, et de deux, qui a gouverné de façon calamiteuse et médiocre et nulle. Donc, il ne faut pas qu'on en parle par rapport à quoi, en fait? Attends, vous avez droit à tout, de tout dire, et de critiquer un bilan palpable, visible, c'est-à-dire dans tous les sens du terme positif. Et vous allez dire que nous, on ne doit pas critiquer ce qui s'est passé. Vous pensez que Laurent Gbagbo, là, c'est vous seulement qui l'a gouverné? Vous pensez que c'est... C'est pour ça qu'on vous dit que Laurent Gbagbo a pensé qu'il était en train de gouverner Mama. Même ma maman même qui n'a rien foutu là. Il a pensé qu'il gouvernait un quartier. Il a pensé qu'il gouvernait juste un coin de la rue Princesse. C'est pour ça que vous pouvez parler comme ça pour dire que nous n'avons pas le droit de critiquer, ou bien on est inapte à critiquer Laurent Gbagbo. Parce que vous avez pensé que c'est le bar dans lequel il voyait ses potes là. C'est là-bas qu'il a gouverné seulement. Tout à l'heure, lorsque M. Lisée parlait, il a dit que le FPI, en son temps, a participé au gouvernement de la transition militaire. Ouais. Donc le FPI devrait être solidaire des effets de cette transition. Mais voici des gens qui ont souvent même été majoritaires dans le gouvernement de M. Laurent Gbagbo. Ils ont souvent été majoritaires. Ça, c'est la faute à ceux qui ont été majoritaires dans le gouvernement de Laurent Gbagbo. Ben, c'est parce que Laurent Gbagbo ne pèse rien du tout dans ce pays-là. Où il pèse là, c'est où il fait rigoler ses potes. Politiquement parlant là, il ne pèse que dalle. Politiquement parlant. Et pour dire que le côté pragmatique là, même pour dire que lui il est un chef qui sait, il sait mener une barque de potentiels leaders là. Il vaut rien, il n'a rien. Il sait s'entourer que des nullards. Et il sait piétiner les plus forts que lui. C'est pour ça qu'on vous dit que il reviendra plus à la tête de ce pays-là. Non, on vous dit ça et puis ça chauffe pas. On sait les personnes qui étaient avec, que vous avez acceptées, il les a acceptées pour faire quoi? Est-ce qu'il a éveillé ou il a réveillé leur potentiel? Il les a piétinés. Il a voulu s'entourer d'eux pour dire que oui, c'est lui, pour montrer que lui, il a des coronesses, qu'il est le président. Il veut seulement être président. Mais de les laisser travailler pour qu'ils puissent se développer eux-mêmes leur potentiel, ils puissent développer leur potentiel là. Ils ne pouvaient pas leur donner cette chance-là. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on voit des personnes intelligentes autour de lui. Ils ne voulaient pas qu'on voit des personnes compétentes autour de lui. Ça là, ça allait ternir justement son image. On allait voir qu'il est incompétent. C'est pour ça qu'il ne pouvait que s'amuser et puis piétiner ceux-là. On le voit aujourd'hui avec le PPACI, déjà de par le FPI, où il n'a pas accepté voir Afi N'Guessan. Il n'est pas venu justement se positionner face à Afi N'Guessan pour refaire un congrès pour qu'on puisse, les gens du FPI puissent choisir le président du FPI. Il a dit, je leur donne l'enveloppe vide. Et puis, je recrée un parti politique pour être toujours le président de ce parti-là, dire je suis président. C'est-à-dire, le titre de président, là, en fait, c'est ça. Que ce soit même dans un quartier. Même si on lui dit aujourd'hui qu'il est président de Figayo, même il sera content. N'importe quoi. On est où, là?
Mais quand tu parles du grand groupe du RDR, c'est-à-dire le RDR civil et le RDR militaire, à travers les forces nouvelles, ils ont été souvent majoritaires dans le gouvernement. Et aujourd'hui, ces gens nous disent que le gouvernement auquel on appartenait là. Bon, moi j'ai un challenge avec ces gens. Essayons d'être courtois, messieurs. Okay. Dans tous les cas, les Ivoiriens nous regardent. Le HDP aujourd'hui dit que le gouvernement auquel nous avons appartenu là, nous ne pouvons pas endosser les résultats issus de ce gouvernement. Ce n'est pas honnête. Ce n'est pas honnête. Aujourd'hui, on nous dit sur ce plateau qu'on a failli parce qu'on n'a pas supporté les Ivoiriens. Oui, mais on a protégé les Ivoiriens. Ah ouais? Il faut plutôt dénoncer ceux qui ont attaqué les Ivoiriens. Ah, bien sûr, c'est facile comme ça. Il y a eu une attaque terroriste. C'est facile comme ça. Oui, à Téini. C'est facile comme ça. De ne jamais se remettre en cause et de voir toujours, d'indexer toujours les autres, d'être le problème que soi-même on a créé. C'est facile. C'est ce qu'on vous reproche aujourd'hui. Vous ne reconnaissez pas du tout. C'est-à-dire que vous ne retenez pas, vous n'avez pas, on va dire, tirer des leçons même, pour dire que vous allez reconnaître même votre part de responsabilité dans ce qui s'est passé hier. Tout ce qui s'est passé hier, là, c'est la faute des autres. C'est la faute de ceux qui... C'est comme si, c'est-à-dire, on les a forcés à introduire des personnes dans leur gouvernement. Le président Alassane Ouattara, aujourd'hui, forme son gouvernement avec les personnes en qui il a confiance. Il ne force personne. Même qu'il tende la main, si tu ne veux pas, il ne va pas te demander pardon 2 fois. Tu veux pas, tu veux pas. Et quand il sait que quelqu'un va venir handicaper son travail au sein de son gouvernement, pourquoi je vais le prendre? C'est ça, on dit. Savoir prévoir, savoir gouverner. C'est de ça qu'on parle. On dit, votre mentor là, il vaut rien. Il vaut rien politiquement. S'il est allé signer des accords, c'est parce que lui-même là, il sait qu'il vaut rien. Lui-même là, il est conscient qu'il ne vaut rien face au président Alassane Ouattara. C'est pour ça qu'il est parti signer plusieurs accords. Lui-même, il sait qu'il valait rien, autant dans la sous-région, autant de façon internationale. Sur l'échiquier international, il valait plus que dalle. S'il devait valoir, comment je vais dire ça? Oui, s'il devait valoir quelque chose, il fallait qu'il traîne des valises diplomatiques de 2 milliards, 3 milliards, 10 milliards pour aller donner donc aux Occidentaux. Et c'est vous qui appelez le président Alassane Ouattara d'être le sous-préfet ou bien le valet de l'Occident. C'est celui qui voulait garder son poste et qui ne pouvait pas dire les vrais canins aux Occidentaux. C'est celui-là qui savait qu'il ne valait rien. Le président Alassane Ouattara est conscient de son potentiel. Il est conscient de sa valeur. Il est conscient de ses compétences. Il est conscient de sa rigueur. Il est conscient de ce qu'il est. De façon innée et de façon de l'instruction, de son éducation, de son apprentissage. Il sait ce qu'il vaut, il sait le background qu'il a, il en est conscient. Donc il n'y a pas garçon en face qui va parler, ou bien qui n'a pas reconnu même mondialement ce que le président Alassane Ouattara est. Donc pour vous là-haut, on est assis, même de façon, on va dire, à part les petits pouchis à qui aujourd'hui, il va embrasser les pieds là. Sur le plan même de l'Afrique là, de notre continent là, c'est qui donne respect à votre babo là. C'est comme ça que je vais dire. Vous allez manquer de respect aux gens et puis vous voulez, c'est-à-dire, c'est ce que tu donnes pas à l'autre, c'est ce que tu veux qu'on te donne. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi en fait, vous cherchez le respect? Alors que vous êtes toujours en train de manquer de respect au président Alassane Ouattara et ses lieutenants. C'est malheureux. Ce qu'il faut condamner, ce n'est pas l'action du chef de l'État. N'importe quoi, mais vraiment quoi. Mais ce qu'il faut condamner, c'est l'action des terroristes qui ont endeuillé les Ivoiriens. Alors je peux venir m'asseoir ici sur ce plateau pour dire s'il y a eu des mots à Téhéni, c'est parce que le chef de l'État est inapte à assurer la protection des Ivoiriens. Non. Ce n'est pas Alassane Ouattara que je dois accuser pour les attaques terroristes, mais c'est plutôt les terroristes qui ont attaqué et qui ont assassiné lâchement des Ivoiriens. Mais c'était le même principe qu'on leur demande. Ça c'est aujourd'hui, ça c'est là que toi tu dis ça. Depuis 2000, combien vous êtes en train de dire que c'est le président Alassane Ouattara qui a fait coup d'État. C'est lui qui est le baron des coups d'État, de la rébellion. C'est lui le sanguinaire. C'est lui qui ne vous a pas laissé gouverner. C'est lui qui a, d'après vous, dit, je vais, comment on dit ça là même, je vais rendre ce gouvernement, quoi là même,
comment il a dit, comment vous dites ça là même? Je vais rendre ce pouvoir ingouvernable. Je vais faire ci. C'est vous qui l'accusez tous les 2 matins. C'est vous qui l'accusez. Donc, si quand vous avez été incapable de sécuriser votre pouvoir, ne venez pas jouer avec les mots sur les plateaux télé, en fait. Vous avez joué avec votre pouvoir. Parce que vous ne valez rien. On va vous le dire jusqu'à ce que vous l'introduisiez, vous l'assimilez. Vous ne valez rien. Jusqu'à présent même, vous ne valez rien. Voilà. Donc, pour vous dire que vous avez accusé le président Alassane Ouattara. Avant le débat de 2010, vous avez dit, votre mentor là, il a dit qu'il allait apporter des preuves parce qu'il accusait le président Alassane Ouattara. Mais quand lui-même il est venu là, on a vu les preuves qu'il a apportées. Et jusqu'à présent, on attend encore vos preuves. On attend encore vos preuves jusqu'à présent. Le jour où vous allez envoyer les vraies preuves, nous-mêmes on va s'asseoir parce que nous sommes Ivoiriens et la Côte d'Ivoire est au-dessus de nous tous. Et c'est ce que le président Alassane Ouattara nous a enseigné. Lui-même il n'est pas au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Donc nous là, c'est ça qui aujourd'hui là, c'est avec ça que nous avons été éduqués. Donc celui qui envoie les preuves de celui qui est vraiment le vrai, comme vous dites là, parce que depuis là, celui même qui a fait rébellion avec qui vous êtes aujourd'hui, que vous avez applaudi pour dire que c'est lui le meilleur de vos premiers ministres. Et que lui là, même s'il n'était pas là, vous étiez foutus. C'est vous aujourd'hui qui parlez de rébellion, qui parlez toujours de rébellion. Vous alliez avec le rebelle, le chef rebelle, vous ne savez pas lui poser les vraies questions. Vous venez encore toujours pleurer, des pleurnichards, des vauriens qui attendent qu'on leur tienne la main pour avancer. Vous allez parler à qui même en fait? Vous allez donner un conseil à qui? Son idée de ce que les Ivoiriens ont vécu comme souffrance. Madame, le vice-président de la République qui s'appelle... Non, Benjamin Hassan, il faut laisser ça. Il était un cas de la rébellion. Il était un cas de la rébellion. C'est-à-dire, il était dans les fausses nouvelles. Tu sais, le vrai homme politique là, le vrai homme politique là, lui-même il ne se glorifie pas. C'est nous autres là, qui regardons, qui constatons, qui voyons, c'est-à-dire le travail qu'il fait là, c'est nous-mêmes on va glorifier ça. Et puis on va le glorifier. Et puis on va l'honorer de son vivant jusqu'à l'Ascaras. Benjamin Hassan, tu comprends? C'est nous-mêmes là, on a constaté ça et puis on a vu les autres passer, puis on a vu ce dont on bénéficie aujourd'hui. Donc on va en parler, on va faire les témoignages, on va glorifier ça, on va honorer ça. On va pas humilier ça. On va pas laisser des larves humilier notre président Alassane Ouattara, le digne chef. On va pas le laisser faire ça. Ils ont fait ça au fouet, on était encore gamins. Ceux même du PDCI là n'ont pas su défendre, n'ont pas su donner des raisons ou bien n'ont pas su taper comment je vais dire ça, du point de la table pour dire que oui, il fallait pas que ce soit comme ça. Ils ont laissé passer. Vous pensez que nous on est bêtes ou bien? Ça peut pas arriver au président Alassane Ouattara. Nous, on va parler, on va glorifier. C'est-à-dire que c'est Dieu seul on peut glorifier, mais on va dire, Dieu pardon, c'est toi-même là qui nous a donné le président Alassane Ouattara. Donc là, donne-nous un seul jour pour qu'on puisse l'honorer. On va l'honorer, et puis on va lui donner ça. On va leur dire ça, ça va rentrer dans les youpli là. Et puis celui qui aura la honte, qui ne saura pas laver son nom là, c'est Laure Gbagbo là qui a sali le nom d'Oufoué hier. C'est au nom des fausses nouvelles qu'il était ministre de la Constitution. Ça ne les dérange pas. Je pense que concernant les critiques qu'on fait à Laurent Gbagbo, il faut qu'ils aient de la mesure. Il faut qu'ils aient de la mesure. Très bien. Il a contenu la rébellion. Il a empêché l'État de s'écouler. Il a fait ce qu'il pouvait. Et ceux qu'on doit condamner sur ce point précis-là, c'est ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. Réagir et puis on écoute monsieur Kokora. Oui, M. Fulton, je pense que là, il y a une divergence sur les chiffres, que ce soit 100 milliards, 500 milliards. Ce qui est sûr, les choses ne sont pas bien passées. Et c'est suite à cela qu'il y a eu un procès concernant les histoires de... Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Je ne peux même pas dire ce qui s'est passé, mais il y a eu des moyens qui ont été décaissés pour pouvoir accueillir une usine. Parce que... Attends, on va le laisser expliquer. De cacao en Côte d'Ivoire. Voilà, non. Aux États-Unis, parce que les Occidentaux reprochent que la transformation qu'on fait ne correspond pas aux normes qu'ils ont. Donc, comment on peut être bête? Comment on peut être bête? Comment on peut être médiocre?
Comment on peut être nul à ce point-là? Oh, c'est eux qui disent que le président Alassane Ouattara est un larbin des Occidentaux. C'est eux qui disent que le président Alassane Ouattara est un larbin, est un valet des Européens. Vous dites que les Européens, les Occidentaux disent que votre transformation là, que c'est comme ci, c'est comme ça. Donc, il faut aller acheter usine jusqu'aux États-Unis et puis eux, ils vont transformer ça. À quel moment vous pensez à l'employabilité sur vos terres? À quel moment c'est-à-dire que vous êtes en train de dire que vous êtes premier en cacao, vous avez les richesses, votre terre est riche et que vous n'arrivez même pas, vous ne savez même pas, c'est-à-dire que mettre en place une structure ou bien des formations pour transformer ce cacao-là, pour que ces Occidentaux-là, vous arrivez à les convaincre de plutôt acheter ça en Côte d'Ivoire, de mettre ça, de construire ça en Côte d'Ivoire, et puis que eux envoient peut-être des techniciens, des personnes, des agronomes, peu importe, pour montrer, c'est-à-dire faire un partenariat qui va faire de sorte que des personnes vont venir former vos gars sur place. Moi, attends, je ne comprends même pas l'explication en fait. Donc, dans une vision stratégique, il était décidé qu'on puisse avoir une usine là-bas pour transformer directement là-bas. Eux, ils appellent ça vision stratégique. Je vous ai dit que depuis le 17 juin 2021, on nous parle de stratégie. Il a humilié Gbagbo, Adam Eive Simone Gbagbo à l'aéroport, c'est stratégie. Il s'est détaché de Afi, c'est stratégie. Il s'est détaché de Blé Goudé, c'est stratégie. Aujourd'hui, Don Melo s'est détaché de lui, c'est stratégie. Aujourd'hui, il fait meeting à Figayo, c'est stratégie. Ce qu'il dit, c'est stratégie. C'est-à-dire que vision stratégie de la médiocrité depuis 2000, ça nous poursuit jusqu'à présent. Ça nous poursuit. La vision stratégique médiocre, nullarde, nous poursuit jusqu'à présent. Et nous, on va s'asseoir et puis on va écouter ces choses-là. Et puis eux vont venir nous dire, non, vous n'avez pas, vous ne pouvez pas critiquer Laurent Gbagbo, vous ne pouvez pas dire ci, vous ne pouvez pas dire ça. C'était nous aussi, notre ex-président. Et puis il nous a dit aussi que il était venu pour délier les langues et que lui-même même si on arrivait même à l'insulter, là, le lendemain, il allait se lever pour nous insulter. De quoi, toi, Blaise Lasme, là, tu vas te mêler que nous, on critique, nous-mêmes, notre ex-chef de l'État. Tu n'as pas à te mêler de ça. Donc mets-toi sur le côté, va faire tes mensonges, ta mythomanie stratégique là ailleurs. Nous, c'est ce qu'on peut te dire. Là, moi, ce vaurien là, des nullards comme ça, des repéros de merde. Afin de pouvoir mettre à leur disposition de la matière déjà transformée et augmenter les gains. Voilà. Très bien. Mais il s'est trouvé que ça ne s'est pas bien passé. Alors, quelle était notre réaction? C'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un de voler, mais au moment qu'il vole, il faut agir de sorte à ce que la société soit informée qu'il y a eu transgression des normes et il y a eu réaction de la société. Nous avons réagi de façon responsable et les auteurs ou bien ceux qui étaient soupçonnés d'avoir commis des impairs financiers ont été sanctionnés. Très bien, merci beaucoup de réagir, s'il vous plaît. Allez-y. Vous savez, Blaise Lasme, je suis d'accord avec vous. Lorsqu'il y a des terroristes qui frappent ici et là, il faut solidaire des gouvernements, des populations, c'est une bonne chose. Mais moi je te dis franchement, si dans notre pays, les terroristes arrivent à prendre une partie de notre pays, à y constituer donc leur sanctuaire, le président en exercice l'a échoué. Ben c'est clair et net. Laurent Gbagbo pouvait faire l'objet donc d'attaques sporadiques, les repousser ou bien les chasser hors du territoire. Il a protégé l'intégrité du territoire. Sa responsabilité, c'est de protéger l'intégrité du territoire. Dès lors que 60% du territoire échappait déjà au contrôle du gouvernement élu, il a échoué. Ben c'est clair. Voilà, il a échoué. Donc parce que son premier rôle, c'est ça, c'est d'assurer l'intégrité du territoire. Dès lors que tu n'y arrives pas, mais c'est un échec. Au Burkina Faso, vos pays que vous soutenez aujourd'hui, mais pourquoi vous les prenez comme des héros? Mais c'est parce que ils sont venus, ils ont chassé des gouvernements élus qui ont été incapables, incompétents, et puis aujourd'hui, ils essaient de lutter contre les terroristes. Voilà pourquoi vous les considérez comme des héros. Donc, on ne peut pas dire une chose et son contraire. Si les Roches, là, écoutez-moi bien, Roche qui est parti, c'est parce qu'il a... le président Roche qui est parti, c'est parce qu'il a détourné de l'argent. Mais c'est parce que les Burkinabés estiment
Il n'arrivait plus à assurer Il la a failli à la sécurité du pays et sécurisation de son sécurité. territoire. Donc, dès lors qu'il a failli à C'est ce sa qu'ils mission disent. de sécurisation du pays, ils ont estimé qu'il devait partir. Et d'ailleurs, vous les soutenez, c'est vos amis. Mais revenons sur l'état des droits, parce qu'on entend s'écarter du débat. Vous savez, M. Blaise Las, il parle dans un état de droit. Dans la bonne conduite, en tout cas. Voilà, dans un état de droit, ce monsieur, il a dit à Dabou dans un meeting que bientôt ils seront au pouvoir. Et les militants du RADP qui ont du boulot à Dabou doivent s'apprêter à les quitter, à perdre leur boulot. Vous avez affirmé Il a dit lors d'un meeting, et la vidéo a été très virale sur les réseaux. Qu'est-ce que vous reprochez à ces personnes-là? Dans un état de droit, on ne dit pas ça. L'égalité doit être assurée dans... C'est moi. Le gars a menti en direct. Nous tous, nous avons vu la vidéo. Nous tous, nous étions vraiment, mais vraiment choqués d'entendre Monsieur Blaise Las, comme d'habitude, hein, eux, ils s'oublient parce qu'ils pensent que, voilà quoi, comme justement, ils ont cette liberté d'expression sous le leadership du président Alassane Ouattara, ça leur donne le droit de dire tout et n'importe quoi. Donc, Blaise Las s'oublie et puis il dit que quand eux, ils vont venir au pouvoir, et il dit tous les cadres du RHDP de Dabou, là, ils seront virés. Tous les gens qui sont RHDP, qui sont... Oh non, mais je rêve. On continue. Je vais pas faire ça à leur place. Eux-mêmes, ils vont parler. Dans un pays, quelqu'un a eu un emploi, qui est un emploi licite, vous ne pouvez pas dire que lorsque nous allons arriver au pouvoir, nous allons les chasser. Très bien. Vous allez les chasser. Monsieur ça, Kokora. c'est pas un état de droit. Monsieur Kokora. Et d'ailleurs, vous voulez revenir au pouvoir encore pour pratiquer les mêmes choses. Monsieur que vous Pour la avez fait. Monsieur vendetta. Kokora, écoutez-moi. On part au journal présenté par Isabelle Vauvert. Je rappelle aux téléspectateurs que nos invités restent. Et lorsqu'on reviendra, Marius Komo et Daouda Koulibaly prendront le relais. Mais M. Blaise Las aura l'occasion donc de répondre donc à la question posée ou à l'interrogation posée par M. Kokora ici présent. Merci d'être avec nous. À tout de suite après le journal. Ouais, c'est sûr. Attends, je vais avancer. Responsables militaires, des représentants de la filière café cacao et d'autres acteurs clés. La pub. Selon les intervenants, verrou 320. Je crois que c'est la pub. Voilà, on va peut-être avancer dans le débat. Vous êtes exprimé, donc, il est clair que pour moi, cela relève d'un manque d'état de droit. Parce que dans l'état de droit, vous pouvez arriver au pouvoir et puis Kokora peut garder son boulot. Sans aucun problème. non, mais ça, tu dois te saluer. J'arrive, s'il vous plaît. Monsieur, si je suis militant de Dabou, c'est pas parce que Blaise Las arrive au pouvoir que mon emploi doit être menacé. Donc, si tu pensais effectivement que c'est des ministres dont tu parlais, mais tu avais donc la latitude d'expliciter tes propos de sorte à ce que ça ne crée pas d'interprétation. Très bien. Revenons maintenant au point énoncé par M. Las. Vous savez, il dit la lettre du continent. Vous savez, Laurent Gbagbo a été accusé ici d'être le père des escadrons de la mort par le journal Le Monde. Mais après, il a porté plainte et il s'est trouvé qu'il n'a jamais été le pardon des escadrons de la mort. Donc si on devait prendre les rapports donc, des journaux, la lettre de continent même a dit que le président de la République avait un budget de souveraineté de 300 et quelques milliards, ce qui est faux. Voyez-vous. Donc si vous vous basez sur des... Ça, les gens ont dit que, oui, Kokora a dit que, oui, l'ex-président Gbagbo n'est pas le chef de l'escadron de la mort. Mais l'escadron, là, était attribué à l'ex-première dame, si on se souvient très bien. L'escadron de la mort, là, chef d'escadron de la mort, là, c'était attribué à l'ex-première dame. C'est ce qu'on disait. On disait que c'était elle. On disait, hein, c'était ça qui était dit. C'est ce que nous avons entendu beaucoup. Et comme c'est lui aussi qui était le chef de l'État, et que c'était sa femme, ben, voilà. Parce que tout ce que vous dites aujourd'hui, quand vous accusez le président Alassane Ouattara, là, il y a des, on va dire, il y a des dommages collatéraux que vous attribuez à la première dame. Donc, voilà. C'est ce qu'on vous dit, là. Attends. Donc, on continue. J'ai vu des commentaires. Un État fait des détournements, un principe de gouvernance, vous vous trompez. Très bien. Et votre problème, c'est que vous ne prenez pas en compte les rapports sérieux. Monsieur Blaise, dans ce monde, vous ne pouvez pas détourner 1000 milliards, 500 milliards. Et puis vous allez continuer de bénéficier de la confiance donc, des partenaires. Ce n'est pas possible. Vous êtes peut-être monsieur Kokora. Rapidement. Oui, allez-y. En 98, retournez dans l'histoire pour 18 milliards détournés par le pouvoir sous rapport de l'Union européenne et non sous rapport d'un journal.
Les bailleurs de fonds sont partis de la Côte d'Ivoire. Merci donc, on va détourner 1000 milliards et puis des gens vont être encore en train de vous donner crédit. Voilà, très bien. Ouvrons le débat avec nos amis et vous aurez l'occasion de revenir en point d'ajout aux questions qu'ils vont poser. Daouda. Merci beaucoup. Je pense que M. Lasme et M. Kokoranzi Bernard, vous avez parlé d'état de droit. Maintenant, nous, on revient sur le processus électoral. Donc, on laisse ce débat-là derrière nous. On est dans le processus électoral. Ma question s'adresse à M. Kokoranzi. Depuis 2020, l'opposition significative en Côte d'Ivoire se plaint de la CEI. Je dis une grande partie de l'opposition, et même celle qui est significative, notamment le PPACI, le PDCI et autres. Malgré toutes les propositions de réformes qui ont été faites, tout et tout, leurs propositions sont restées lettres mortes. Souvent, on se demande même si la CEI n'est pas une sous-section du RHJP. Est-ce que vous, RHJP, vous êtes de connivence avec la CEI pour qu'aujourd'hui, tout ce que la CEI dit, vous dites Amen, on avance? Vous savez, nous avons une opposition qui n'est pas responsable et qui n'a jamais respecté ses engagements pris. Je vous rappelle, la commission électorale indépendante actuelle on va finir gentiment sur ça, les amis. Général, de la part donc des partis politiques. Après le dialogue, la 5e phase du dialogue politique, avant ça, le PPACI n'était pas membre de la commission électorale indépendante. Nous avions le PDCI, donc, dont le membre a été proposé, c'était M. Siaka Bamba. Après ça, après la 5e phase, le PPACI, content et d'accord avec la composition et le fonctionnement de la commission électorale indépendante, a proposé un membre, à la personne donc de M. Demba Pierre. M. Daouda, est-ce que raisonnablement, si vous n'êtes pas d'accord avec une structure, vous pouvez proposer un membre à l'effet de ce que ce dernier soit y travaille? Non, mais mieux, en 2024, le PPACI, par la voix du professeur Danon Guégué, a exigé un poste de vice-président à M. Demba Pierre. Ça veut dire qu'ils étaient d'accord avec la commission électorale indépendante. Et je vous rappelle, même la révision de la liste électorale, le processus a été conduit par M. Siaka Bamba, proposé par le PDCI-RDA. C'est des gens qui ne veulent pas aux élections, donc il faut créer tout pour ne pas que nous puissions donc respecter le calendrier électoral. Sinon, mais Daouda, cette commission électorale indépendante, c'est elle qui a organisé les élections législatives de 2021, auxquelles ils ont participé. C'est elle qui a organisé les élections municipales et régionales où ils sont sortis perdants avec 2% donc des voix. Mais Daouda, pourquoi ils n'ont pas récusé la commission électorale indépendante? Le chronogramme donc qui a été établi par la commission électorale indépendante, mais c'est après dialogue avec tous les partis politiques. Nous, RHJP, nous sommes responsables. Si nous ne sommes pas d'accord avec une structure, mais on n'y rentre pas. Voilà. C'est sur ça que je vais m'arrêter. C'est sur ça que je vais m'arrêter pour ce qui était de la suite du débat entre Kokora et Lasme. Et puis, je vous donne rendez-vous tout à l'heure, dès que j'ai le temps, pour parler justement de l'arrestation du petit Ziggy, justement pour ce que Kokora vient de dire là. Nous, si on n'est pas d'accord avec une structure ou une institution, voilà, on ne suit pas la démarche donc de la structure ou on va dire de l'institution et tout ça. Donc on a vu ça dans le passé. Là, il y a des personnes. C'est pour ça qu'on peut dire que ce sont des personnes irresponsables et des personnes incohérentes. Des personnes qui ont critiqué, qui ont boycotté, qui ont tout mis à mal pour ne pas, comment dire ça, endoctriner, on peut dire ça, même je veux dire même lobotomiser leurs sympathisants, leurs militants et tout, à l'effet de ne même pas faire une simple carte d'identité. Après, on demandait à ceux-ci de boycotter donc les enrôlements. On demandait en tout cas de faire comme on l'a vu déjà la politique de la chaise vide. Donc ils sont étonnés aujourd'hui qu'ils ne représentent rien politiquement sur le territoire ivoirien, mais c'est les mêmes qui reviennent parce que soi-disant leur mentor est rentré, a été acquitté pour faute de preuves à la CPI, qui revient pour dire oui voilà, j'ai créé un parti maintenant, voilà, on leur explique plusieurs fois que celui-ci est aussi frappé d'une décision de justice en Côte d'Ivoire, donc qui est dépossédé donc de tous ses droits civils. Il n'est pas sur la liste électorale, mais il s'entête à aller déposer un dossier de candidature pour les élections présidentielles 2025.
Pourquoi? Et donc, nous avons vu, après les dépôts de candidature, Madame Nadi Bamba, qui, on pourrait dire, est la vice-présidente, moi je pourrais dire la vice-présidente ou bien même la présidente du PPACI, qui a fait une annonce, une déclaration pour dire que eux ils n'avaient pas affaire donc à la CEI, mais ils avaient affaire donc au Conseil constitutionnel qui, voilà, va statuer de ceux qui sont va statuer des dossiers comment dire ça, va valider, on va dire, les dossiers de candidature. Et donc à ce moment-là, eux, ils verront ce qu'ils doivent faire. Et c'est comme ça qu'on a vu Ziggy sortir pour nous dire que quand le Conseil constitutionnel va donner, donc, va valider certains dossiers, si le nom, donc, de son mentor, si le nom de Thiam, si le nom, en tout cas, ceux qui sont écartés là, si leur nom n'est pas validé par le Conseil constitutionnel, il faudrait que leurs militants et sympathisants s'apprêtent à prendre les rues. Mais c'est même pas ça qui dérange, mais de manquer de respect à travers donc ces sorties-là et d'indexer à tout bout de champ Madame la grande présidente donc Camara Chantal Nanaba, l'indexer, de dire que voilà, elle était comment dire ça, elle était une envoyée de l'Occident, elle était une envoyée de Macron, ou bien de tout dire qui ne va pas dans le sens du respect même de cette institution-là. Mais il y a un problème. Toi, Ziggy, tu peux t'arrêter là pour respecter Nadi Bamba qui est, on va dire, la petite femme, ou on va dire la femme de notre ex-président, de notre ex-président de la Côte d'Ivoire, et puis dire que nous respectons, c'est-à-dire nous, le RHDP, ou on va dire le président Alassane Ouattara, ne respecte pas la Constitution, et puis manquer de respect à la présidente, diffamer même sur la présidente de cette institution, cette grande institution-là. Vous, hier, qui avez donné tout droit au certificateur Choi, vous qui avez piétiné votre constitution pour donner tout droit à une institution, c'est aux institutions d'ailleurs, c'est vous qui allez venir là pour donner des leçons aux Ivoiriens en parlant de violation de constitution. Quand vous parlez de constitution, on a l'impression que vous-même, c'est-à-dire que vous ne savez pas à quoi vous avez affaire. Vous ne savez pas l'importance de ces constitutions, parce qu'on l'a vu hier. Malgré que le contexte n'est pas le même, vous n'avez respecté rien du tout. Même la propre constitution de la Côte d'Ivoire, vous l'avez relayée au second plan. Donc vous ne pouvez pas donner conseil à quelqu'un en Côte d'Ivoire là. Vous pouvez donner vos avis, vous pouvez critiquer peut-être ce gouvernement en place, vous pouvez critiquer le président Alassane Ouattara, mais vous n'avez même pas le droit de donner conseil à quelqu'un, ou bien même à manquer de respect aux institutions aujourd'hui qui travaillent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc mes amis, je vous embrasse, je vous aime. C'était Mani sur Afrique Éveil 225. À tout à l'heure. On va monter, je vais revenir sur le cas de Ziggy. Et puis comme on l'a toujours dit, quand on t'envoie là, faut savoir t'envoyer. Quand tu penses que ton pied est si caillou là, celui qui est en face là, il peut avoir son pied sur rocher. Si toi tu penses que ton pied est sur rocher là, l'autre là, il peut avoir son pied sur la montagne. Donc quand on t'envoie, faut savoir t'envoyer. Et puis aucun politicien ne va mettre son honneur, son intégrité en jeu pour des petits ropéros, pour n'importe quel ropéro même. Aucun, ça sachez-le, hein, aucun. Chacun prend sa caméra et puis parle. Ne pensez pas que quand vous allez venir parler là, les gens vont venir, quand ils vont voir eux-mêmes leur intégrité ou bien leur truc là, être entaché là, ils vont venir donner leur dos pour toi. Faut pas penser que, bon, peut-être que Nadi Bamba va donner l'argent pour te nourrir en prison là-bas, mais jamais va venir se mouiller dans ce que tu as manqué de respect à la présidente du Conseil constitutionnel ou quoi que ce soit, où elle va se sentir même, on va dire, en lien avec ce que toi tu as pu dire. On attend, on est assis et puis on vous regarde. Aucun politicien ne va venir donner son dos pour qui que ce soit. Dans ce que nous sommes en train de vous dire, d'utiliser les réseaux sociaux de façon responsable. Si toi, jeune conscient aujourd'hui en Côte d'Ivoire, jeune aujourd'hui, c'est-à-dire l'Ivoirien, quand on dit l'Ivoirien nouveau aujourd'hui, là, si tu n'as rien compris dans la politique de Côte d'Ivoire, là, quand on t'envoie que tu ne sais pas t'envoyer, là,
ce que tu vas faire, quand tu vas enfreindre, c'est-à-dire quand tu vas dépasser la limite de ta liberté d'expression, là, ne pense pas que quelqu'un peut venir te délivrer dans ce que tu seras. C'est-à-dire le droit, c'est-à-dire la rigueur de la loi sera appliquée. Sur ce, à tout à l'heure. Merci beaucoup.